Wesh wesh les amis. Wesh. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des militants badass qui changent le monde. Aujourd'hui, on va parler d'actu, de médias et de politique, de pourquoi est-ce qu'on n'a pas les bases pour comprendre notre monde et comment y remédier, comment s'informer mieux que la majorité des gens et être moins manipulable tout simplement, et aussi comment intéresser les gens à la politique. Et pour ça, on est avec Ludo d'Osons Causer. Wesh wesh. Salut Ludo, ça va? Ça va et toi? Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Osons Causer, c'est l'actu expliqué simplement comme un pote. Et vous avez réussi le défi de faire plus de 100 millions de vues sur YouTube et sur Facebook en parlant de Macron, du climat, des gilets jaunes ou en ce moment du Covid. Mais avant de parler d'Osons Causer et de votre nouveau projet trop cool qui s'appelle Osons Comprendre, t'as une enfance de ouf avec des anecdotes de ouf et qui je pense explique beaucoup le personnage déjà et la naissance d'Osons Causer. Donc on va commencer par là. Ça doit... Vas-y, balance. Je me rappelle plus de ce que j'ai raconté sur mon enfance, du coup on verra. Qu'est-ce qu'il va me trouver là? Est-ce que c'est vrai qu'à 2 ans, tu demandais à tes parents si Mitterrand était de droite ou de gauche? C'est vrai cette merde. Autour de 2 ans, je demande à maman, mais maman, Mitterrand, vous parlez tout le temps de Mitterrand, il est de droite ou de gauche? Puis elle me dit que Mitterrand est de gauche, et là je me mets à chialer, je fais une crise pendant, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, enfin j'ai pas les détails, et je fais une crise parce que j'étais droitier. Et du coup je captais que ma famille, qui arrêtait pas de parler de Mitterrand et de se chauffer, je suis né en 87, du coup vers 2 ans ça devait être la réélection ou juste un peu après. En 88, ma famille qui kiffait Mitterrand, elle kiffait quelqu'un de gauche, et j'avais capté que moi j'étais droitier, donc de droite, et ça me paraissait être complètement scandaleux. Mais si tu veux une autre anecdote sur mon enfance, je crois qu'en 95, du coup j'avais 8 ans. En 95, il fallait faire genre des mini exposés en CE2 ou je sais pas CM1, je sais pas quel âge j'avais. Donc par là, et je propose de faire un exposé sur la réforme de la Sécu de Juppé. Et là, mon instinct, elle fait, mais c'est qui ce gars? Je comprends pas pourquoi je lui pense ça. Tu peux pas jouer à Pokémon Du coup, elle m'attège. Et elle m'attège. J'ai pas pu faire cet exposé. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû faire un truc sur les châteaux forts. Enfin, une merde, tu vois. Et quelques années après, j'ai insisté pour faire un exposé sur le nucléaire. J'ai une enfance chelou. Hein. Si vous voulez arrêter de me parler après ces anecdotes, c'est possible. J'étais complètement un geek bizarre. J'assume. T'as grandi dans la banlieue strasbourgeoise, du coup effectivement d'une mère sage-femme de famille paysanne, si j'ai bien compris, et d'un papa libanais gynéco. Ouais, c'est ça. Donc en primaire, tu faisais déjà des exposés sur la sécu ou le nucléaire. Désolé. Mais il paraît qu'aussi qu'à la récré, tu t'es bastonné pour une histoire de présidentielle. Ah oui, c'était en 95. Il y avait des bagarres dans la cour d'école primaire entre les Chirac et les Jospin. Et on arrive à la naissance d'Osons Causer, avec 2 potes à toi, Xavier et Stéphane, qu'on embrasse. Ouais. D'ailleurs, Steph est passé sur la chaîne il y a 2 ans. Si vous voulez voir la vidéo, je vous les mettrai dans la description pour parler super vidéo d'Osons Causer. Merci. Et il se trouve qu'à cette époque-là, du coup, t'as fait des études de socio et de philo. Ouais. T'as raté les concours pour devenir prof et du coup, tu te cherches un peu et tu te retrouves à squatter 2 semaines chez eux. Qui finalement dureront 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ouais, j'ai eu un 0 éliminatoire à l'épreuve. À l'époque, ça existait à l'oral. À l'oral du CAPES de SES, j'ai eu un 0 à agir en fonctionnaire éthique et responsable. Du coup, c'est vrai douter de mon éthique et de ma responsabilité. Du coup, je vais faire 100 000 vidéos YouTube sur l'intérêt général. Exactement, c'est la revanche. Et du coup, je me cherchais et j'habitais à droite à gauche chez les copains à Paris parce que j'avais plus trop de sous. Je faisais des jobs alimentaires, mais j'avais quand même plus trop de sous pour payer un loyer parisien. Et là, Steph, que je connaissais de prépa, on était en prépa ensemble à Paris, okay. Il m'a dit, vas-y, passe à la maison, on habite Ménilmontant, t'aimes bien le quartier, viens, tu vas connaître Xav, ça va être cool. Et du coup, je devais rester 2 semaines à dormir au pied d'un lit sur un petit matelas. Et en fait, on a commencé à tchatcher avec Xav. Puis en parlant, on commence à se chauffer, à se découvrir et à parler de politique, de sociologie, d'éco. Et on commence à germer entre nous le projet de faire une chaîne YouTube de vulgarisation politique où tu parles de ce qui se passe dans la politique et de ce qui se passe en sciences sociales et tu donnes les concepts importants pour te faire un esprit critique et te repérer, mais en le faisant, en parlant comme à un pote. Et ça, c'est le projet de la chaîne Osons Causer. Et du coup, au lieu de rester 2 semaines au pied du lit de Xav, je suis resté 1 an. Et nous, on se retrouvait à étendre des machines de linge en même temps qu'on écrit une vidéo. C'était pesant. Et là, ça y est, on commence à bosser. Grâce à Osons Comprendre, grâce à tout ça, on commence à pouvoir bosser dans des bureaux et à avoir chacun chez nous, ce qui est cool.
Osons causer, pour vous donner une idée, ça peut être des vidéos sur le scandale des autoroutes ou ce que dit la science sur les dernières études sur le climat ou décrypter une élection par exemple. Comment est-ce que toi tu présentes votre chaîne Osons causer en une phrase? Osons causer, c'est la politique. Donc, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'actualité politique et tous les outils d'esprit critique et de science pour le comprendre, expliquer facilement comme à un pote. Notre but, c'est d'être clair. Du coup, on prend une actu politique, ou on prend un problème qui se pose à tout le monde, les citoyens, par exemple le climat, là le Covid, tu vois, on prend ces problèmes d'actualité ou des problèmes profonds et on essaye d'aller chercher de l'info fiable pour nous faire un avis documenté. Et cet avis documenté, on te le restitue avec toutes les sources en l'expliquant le plus clairement comme un copain, sans jargon, tu vois, avec mon phrasé quoi, ça parle plus ou moins normalement. Wesh wesh les amis quoi. C'est ça le but. Mais on a arrêté le wesh wesh. Ma meuf, elle m'a dit arrête. Elle m'a regardé, elle m'a fait bon écoute, ça y est, t'as 33 ans. Elle m'a dit non arrête. Et du coup j'ai écouté ma directrice artistique, mon amoureuse Jaja. Est-ce que pour toi le but d'Osons causer c'est d'expliquer la politique simplement comme un pote ou plutôt d'être un contre-pouvoir en dénonçant les scandales et les manipulations politiques notamment? Les deux, parce que aussi tu vois, quand tu choisis sur quel sujet tu t'exprimes, on est un peu obligé de se positionner par rapport à ce qui est important dans l'actu et ce qui est entendu ou moins entendu. Et du coup, c'est vrai que par exemple, si tu vas pas parler de la privatisation des routes nationales et de la prolongation des concessions privatisées d'autoroutes pour Vinci, Eiffage, etc. Si t'en parles pas, ça fait un petit sujet à la fin d'un 13h et les gens sont pas vraiment au courant. Du coup, on est quand même un peu incité. C'est un peu notre mission de propulseur d'alerte. On les lance pas, mais on essaye de les propulser, de leur donner un écho. C'est un peu notre mission. Souvent, on montre les scandales du gouvernement parce qu'il y en a plein et que si les médias dissidents sur Internet n'en parlent pas, il y a beaucoup de gens qui vont pas en entendre parler. Mais parfois, comme sur le Covid, on se permet d'insister sur des points qui nous paraissent importants à expliquer et qui, là, vont dans le sens du gouvernement. Et au contraire, vous avez justement une méthode scientifique hyper rigoureuse à triple croiser les sources, t'as toutes les sources en description, c'est souvent que des sources de qualité. À la télé, tu vois, c'est ce dont je réalisais en préparant ce que je réalisais en préparant cette interview, tu vois, les gars ils citent jamais leurs sources. Ouais, c'est chaud. À la télé, les gens, puis la plupart du temps, c'est des éditorialistes qui justement sont invités parce que c'est un propos qui est pas dans la bouche de la rédaction de CNews, c'est dans la bouche de l'invité et l'invité peut dire n'importe quoi, tenir les propos les plus outranciers possibles pour être réinvité par la suite et créer du clash, du débat et des positions tranchées. Et nous, on fonctionne complètement à l'inverse. Nous, on a le temps de construire notre propos, on a le temps d'aller examiner les sources, de savoir quelle est la vérité, d'aller critiquer ce que dit plusieurs sources, et on a le temps de restituer notre argumentaire. Et évidemment, c'est cardinal pour nous de mettre toutes nos sources en descriptif de la vidéo. Tu sens le bagage de dissertation en philo. En vrai, si t'as le radar pour repérer un sale intello de merde, tu nous pointes vite, tu vois. Les médias, c'est essentiel pour avoir accès à l'info et pour faire vivre la démocratie. Là, on le voit bien avec la loi de sécurité globale. Voilà, ça permet de sortir dans la rue et de changer les choses, tout simplement. Mais clairement, je trouve qu'il y a trois raisons de se méfier des médias, 3 limites qu'on peut voir en médias, qu'on va voir tout de suite. Ça te va? Ouais, ça me va. Vas-y. Shoot. Le premier truc dont plein de gens n'ont pas conscience, j'ai l'impression, c'est que les médias, ils ont pas le temps. Dans une rédaction, on n'a pas le temps, en fait. Dans une rédaction, l'actu en chasse une autre, en chasse une autre, en chasse une autre. Et même si dans les meilleures rédactions des journaux télé, tu peux avoir quelques dizaines de journalistes, ils doivent quand même faire leur sujet en quelques heures. S'ils ont 2 jours pour traiter un sujet, c'est que c'est des journalistes d'enquête qui ont le temps de croiser des sources. Et du coup, ils n'ont pas le temps de vérifier si l'information est valable, si ça traduit quelque chose de réel, si c'est pas démenti par d'autres déclarations, d'autres études ou d'autres rapports. Et du coup, ils ont souvent pas du tout le temps de traiter l'info correctement. Et il y a de moins en moins de journalistes spécialisés de rubriques. Avant, t'avais un journaliste, le journaliste scientifique, le journaliste société, qui eux étaient hyper formés sur leur thématique, avaient le temps de se faire une culture économique, sociale et croiser les sources, et du coup étaient assez coutumiers de leur sujet pour assez rapidement prendre le recul nécessaire pour traiter l'information. Et ces journalistes rubricards, ils ont été coupés par les coupes d'effectifs avec les crises multiples de la presse et les choix des actionnaires et des milliardaires. Du coup, il n'y a pas le temps ni les compétences pour avoir de l'info de qualité. En tout cas, assez souvent dans les médias.
Et en plus, il y a ce biais de, on est un média, donc on veut être les premiers sur l'actu, avoir une exclusivité ou parler que de la nouveauté et pas forcément de ce qui est important. C'est sûr que les médias, leur fond de commerce, c'est l'actualité. Et du coup, ils regardent dans le flux d'actualité ce qui suscite le plus d'indignation, ce qui suscite le plus de réactions et d'émotions chez les gens. Et c'est ces sujets qu'ils vont privilégier. Faut savoir qu'il y a des outils qui sont payants, très chers, qui existent dans les rédactions dans toutes les rédactions maintenant, qui monitorent en live sur quels mots-clés il y a de l'activité sur Internet. Et du coup, avec ces outils qui suivent l'air du temps et qui mesurent un peu le vent de l'opinion, et en se copiant les uns les autres, tu te rends compte que les médias, ils ont pas beaucoup de pouvoir d'action pour se sortir du flux de l'actualité, d'une info qui en chasse une autre, qui en chasse une autre, qui en chasse une autre. Et quand t'es pris là-dedans, quand t'es pris dans ce torrent, tu peux pas faire pause et regarder le monde d'un peu plus haut pour parler des problèmes de fond. T'es obligé de parler des derniers chiffres du chômage, mais pas des causes du chômage. T'es obligé de parler, admettons là, de l'évacuation de la place de la République et des migrants, mais tu peux pas parler de pourquoi est-ce que structurellement il n'y a pas de solution de logement pour plein de gens qui dorment à la rue. J'ai l'impression qu'on parle de youtubeurs en fait, que c'est c'est un business, c'est la course au clic et c'est quoi la vague de buzz sur laquelle je peux surfer et c'est normal, c'est leur métier. Tu vois, c'est les médias. Là, tout le monde connaît, je pense, cette citation de Patrick Lelay, à l'époque président de TF1, qui dit que leur job, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Il dit Coca-Cola, mais c'est n'importe quel annonceur. Le job d'un producteur de contenu, qu'il soit sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram, ou sur ce que tu veux, ou à la télé, ou un journal comme Le Monde, son job, c'est de générer de l'attention autour de son produit, de son support, et sur ce support, d'y mettre de la publicité. C'est le business model de la publicité. Quand c'est ça le business model qui fait tenir les médias, eh bien, faut pas s'étonner que leur incitation soit le clic, le clic, le clic. Et puis après, faut pas non plus trop se raconter d'histoire et dire bou, 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 le clic. Quand tu écris, quand tu proposes ton opinion, ton esprit sur Internet, ce que tu veux, c'est que des gens le regardent. Faut aussi pas trop se raconter d'histoire et les incriminer moralement. Il y a un truc structurel de la course au clic et qui va trop loin dans beaucoup de médias, mais c'est un peu le jeu. Quand des gens t'as envie d'avoir une audience et du coup c'est pas non plus complètement con de regarder ce qui intéresse les gens, tu vois, c'est aussi un marché, les propos d'actualité ou les propos intéressants, c'est un marché où tu as une offre de discours et une demande de discours, et si la demande du discours c'est actuellement mettons décrypter la loi sur les violences policières, regarder où on en est du vaccin Covid, si jamais comme nous tu veux décrypter l'actualité politique, c'est un peu ta mission de proposer des éclairages pour ces sujets demandés. La première limite des médias, c'est qu'effectivement, ils ont pas le temps. La deuxième, qui est très connue, mais n'empêche qu'on continue à leur accorder énormément de crédibilité, c'est le manque d'indépendance. Il y a 9 milliardaires. Nous, à l'époque, on avait dit 10 milliardaires, mais on s'était pas rendu compte que Lagardère n'était pas milliardaire. Du coup, t'as 9 milliardaires qui détiennent toute la presse, la télé et l'essentiel de la radio en France. Et ça, c'est un gros manque d'indépendance. Et c'est un manque d'indépendance parce que t'as les actionnaires et du coup les patrons qui font des choix de quelle va être la ligne éditoriale de la rédaction, quels journalistes on va garder, lesquels on va écarter, où est-ce qu'on met les moyens, est-ce qu'on met plutôt les moyens dans des équipes de marketing pour faire vivre le média, générer des abonnements, ou est-ce qu'on met plus de moyens dans la rédaction, dans l'éditorial. Tous ces choix-là d'actionnaires sont très importants, et puis vous savez qu'il y a des énormes conflits d'intérêts. Et ce manque d'indépendance, tu le retrouves aussi dans les business models, ce que j'expliquais tout à l'heure avec la pub, et tu le retrouves aussi avec la connivence et l'autocensure. C'est comme tous les médias ont les mêmes patrons, qui font donc des patrons de milliardaires du CAC 40, et que ces mêmes patrons imposent le même genre de pattes à chacune des rédactions, et du coup beaucoup de journalistes n'osent pas avoir des points de vue autres que le point de vue conformiste. Ça te crée une prime au conformisme et à la connivence, et ça tu le vois avec des Léa Salamé. Léa Salamé, quand elle fait son interview de Carlos Ghosn, c'est honteux de complaisance et de connivence, et ça vient d'un écosystème médiatique où pour monter on sélectionne des gens qui vont être assez doux, penser assez comme le patron, pour qu'on puisse inviter les copains du patron sans être menaçant. Et cette espèce d'autocensure, d'esprit de connivence et de clan, ça c'est un des gros problèmes du manque d'indépendance des médias, et c'est pas directement lié à qui est le patron, c'est aussi un truc d'écosystème.
On a sûrement peu de contre-pouvoirs médiatiques. Je suis pas sûr que ce soit pour des raisons de qui possède les médias qu'on est nul. Je pense qu'on est plutôt nul à cause de la répression en manif, à cause des lois sur le secret des affaires, à cause d'une configuration qui fait que l'information sort peu et qu'on protège peu les journalistes. Ouais. Et enfin, la dernière limite et la dernière critique qu'on peut faire aux médias, c'est que s'informer n'est pas comprendre. En fait, vous dites qu'on n'a pas les bases, on n'a pas les bases pour comprendre le monde qui nous entoure, qui est de plus en plus complexe et qui change de plus en plus vite. Ça veut dire quoi? Il y a plein d'exemples. Si on parle de l'Union européenne, par exemple, des dettes, des critères de stabilité, du déficit public. Là, un autre exemple, c'était des actus comme il y a du tritium radioactif dans l'eau potable de 6 ou 8 millions de Français. Quand t'entends cette info parcellaire, ça fait peur. Mais t'as pas le contexte global. Tu sais pas à quelle dose de radioactivité est dangereuse. Combien il y avait de tritium effectivement dans cette eau. Est-ce que le tritium dans l'eau était vraiment dangereux? Tout ça, tu l'as pas. Et ça, c'est un des problèmes de ne pas avoir les bases. C'est quand tu n'as pas le tableau complet pour justement nuancer et insérer le fait de l'actualité dans le contexte, tu peux te faire tromper par l'article d'actualité de news que tu as vu passer. Et c'est vrai pour la loi de sécurité globale, c'est vrai pour le tritium dans l'eau, et tu as des exemples innombrables de titres d'actualité qui sont trompeurs quand t'as pas le contexte général. Et nous, on a fait Osons comprendre, justement pour faire pause par rapport au flux d'informations et pouvoir avoir le temps de donner toutes les bases, tout ce qu'il faut savoir pour bien se repérer sur chacun des problèmes. Énergie, climat, radioactivité, politique en France, les institutions, qui a le pouvoir comment, Union européenne, qu'est-ce qu'on peut faire économiquement. Et donner toutes ces bases, c'est donner les ingrédients, les armes d'autodéfense intellectuelle. Et on ne dit pas du tout que les journalistes essaient de te manipuler ou quoi. Bien sûr, ça arrive, mais la plupart du temps, c'est aussi potentiellement des gens qui n'ont pas les bases, comme on disait tout à l'heure, parce que personne n'est expert en géopolitique, en finance, en climat, etc. Sure. Et que en plus si t'as pas le temps, ça arrive super vite de dire des bêtises, quoi. Ah mais grave, mais surtout que les journalistes se reprennent souvent, ils reprennent les dépêches ou les articles des autres. Souvent les journalistes, c'est pas eux qui choisissent le titre. Dans les rédactions, t'as un type dont le métier est de choisir les titres pour à la fois ce qu'ils impriment et sur les réseaux sociaux. Et du coup, souvent t'as une espèce de chaîne de production de l'information qui fait que les articles de presse sont écrits ou montrés par des gens qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Et du coup, si toi t'es le public et que tu te fais bombarder de 100 millions d'informations sur plein de sujets très 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 complexes, t'as pas le temps de te faire cette culture, de t'armer intellectuellement pour avoir l'esprit critique nécessaire pour remettre tout ça dans le contexte. Et nous, comme on est à plein temps, qu'on a le temps, qu'on c'est ça notre métier, de chercher de l'information, de la restituer de manière claire, d'évaluer quelle source est fiable et où en est la science, comme c'est ça notre métier, nous on a le temps de restituer on a le temps de restituer toutes ces bases, et c'est ça le projet d'Osons comprendre. C'est d'armer les gens intellectuellement pour ne pas se faire manipuler. Tu penses que la plupart des journalistes, ils choisissent pas le titre de leur article? Ah, très souvent, très souvent. T'as Monsieur Titre à Libération, Monsieur Titre à BFM. Ah, c'est un poste. Ah ouais, c'est un poste, Monsieur Titre. C'est un gars qui c'est ce que tu disais, très souvent marketeur, qui est très souvent marketeur, référencement, et c'est souvent lui qui choisit le titre. T'as des Monsieur Titre dans chaque Monsieur ou Madame Titre dans chaque rédaction, et ça c'est clair que des fois l'article est un peu nuancé, et Monsieur Titre, il va prendre la radiale un peu putaclic, le titre un peu polémique qui va attirer l'attention, et comme c'est ça que les gens voient sur leur Google News, sur leur fil d'actualité, sur les réseaux sociaux, et c'est possible que ce soit cette information outrancière qu'ils retiennent, et c'est là où tu peux rapidement être un peu manipulé. Alors, comme effectivement, on n'a pas les bases pour comprendre l'actu et déchiffrer le monde autour de nous qui est assez complexe, voici 4 trucs qu'on vous propose pour s'informer mieux que 99% des gens. Ok ? Le premier que vous faites et qui est vraiment pas facile à faire, je trouve, c'est d'arriver à penser contre soi-même. Ça veut dire quoi? Penser contre soi-même, ça veut dire que quand t'as vraiment envie d'adhérer à une idée, t'as vraiment envie de te dire que la loi de sécurité globale, elle est dégueu, ou que le confinement, c'est injuste, et que Macron, il abuse, quand tu sens que t'as une adhésion émotionnelle forte à une idée, tu te forces à aller regarder le point de vue inverse, à te décentrer, à regarder s'il n'y a pas des arguments de l'autre côté qui pourraient un peu nuancer ta position, un peu te tempérer, ou te faire comprendre la position adverse. Et ça, c'est cardinal pour pas s'enfermer
enfermé dans un tunnel d'opinion où tu fais que confirmer ton intuition. Si tu veux avoir vraiment de l'esprit critique et maîtriser l'opinion et la connaissance que tu as, il faut toujours faire cet effort, de temps en temps, pas systématiquement, mais de penser contre soi et d'aller chercher les arguments inverses. En commençant à faire ça, typiquement à l'époque c'était sur le renouvelable, où j'étais un peu bisounours du renouvelable et je me suis vraiment senti trahi en fait par la sphère écolo qui met le renouvelable sur un piédestal, en découvrant que je suis pas forcément pro renouvelable ou pro nucléaire, mais que le débat surtout il est beaucoup plus complexe que ça et que j'ai l'impression que dans les deux camps il y a un ou deux arguments ultra basiques, mais alors qu'il y a plein d'autres arguments qui sont essentiels et de débats à avoir sur ces sujets-là. C'est vrai, faut le temps, hein. Faut le temps pour ce genre de débat. C'est tellement compliqué l'énergie, un système électrique et tout, que quand tu résumes à pro ou anti Tchernobyl qui va te tuer, ou les moulins à vent éoliennes qui servent à rien et qui font jamais de l'électricité, t'es pas dans un débat raisonnable, hein. Et du coup, ça veut dire aussi que après, en fait, t'as un avis qui est beaucoup plus argumenté et du coup beaucoup moins émotionnel. Mais ça implique aussi que tu sois capable de te dire, que tu sois ouvert au fait de changer d'avis et te dire en fait, je me suis trompé. Ah ça c'est clé, et ça fait mal de se rendre compte qu'on s'est gouré et de changer d'avis. Oui, il y a d'autres arguments et que t'as le droit de changer d'avis, t'as le droit de te tromper, ça arrive. Ça c'est un peu de l'honnêteté intellectuelle et de la distance par rapport à ses croyances, et ça c'est bien, c'est vraiment important à avoir comme vertu. Et c'est dur. Ouais. Le deuxième truc pour s'informer mieux que 99% des gens, c'est tout simple, mais pour vous c'est vraiment une marque de fabrique, c'est de remonter aux sources. Ah ça, c'est indispensable. Quand vous voyez un article de presse, n'importe lequel, allez toujours voir la source dont il parle, si vous avez le temps. Parce que ça arrive très souvent qu'un article de presse prenne juste la phrase choc du communiqué de presse que mettent en avant les communicants. La réalité est beaucoup plus complexe que juste une punchline qu'on peut reprendre très facilement. Donc souvent on va parler de manipulation potentiellement du gouvernement ou des dirigeants, mais ça peut aussi très bien être aussi des ONG, comme vous le dites souvent, qui vont grossir les nombres de manifestants. Ou enfin voilà, ça peut devenir chacun à ses intérêts, quoi. On est choqués. On est choqué par à quel point tu peux retrouver des erreurs dans des articles. Et c'est normal qu'il y ait des erreurs. Et on se rend compte que des rapports d'ONG, des articles même de Mediapart, plein de choses, des rapports officiels de parlementaires sont truffés de petites inexactitudes ou de présentations exagérées. Mais c'est important quand vous voyez que vous adhérez à une information et qu'elle compte beaucoup pour vous ou pour votre argumentaire ou qu'elle suscite beaucoup d'adhésion ou de conflit avec les autres, de prendre le temps d'aller la tester et la mettre à l'épreuve en remontant à la source. Et inversement, s'il y a un truc avec lequel t'es pas d'accord, plutôt que de te dire il dit n'importe quoi, justement en profiter pour aller voir la source et se dire ah ouais non en fait l'étude dit vraiment ça et ok, moi je vais nuancer mon truc. Ouais, ça c'est très important, t'as raison. Ensuite c'est un truc qu'on nous apprend pas, mais toujours par rapport aux sources, en fait toutes les sources elles se valent pas en fait. Il y a une sorte de hiérarchie des sources. Ouais, grave. Alors, toutes les sources ne se valent pas, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la petite anecdote, l'opinion personnelle. Souvent, les articles de presse, c'est le niveau de l'opinion de Gugus. Ensuite, il y a le témoignage de quelqu'un qui est impliqué dans un sujet, qui est, travailleur du nucléaire ou qui est dans une association qui gère les SDF. Le témoignage, il est au-dessus de l'opinion. Ensuite, tu as le point de vue d'un expert ou de quelqu'un qui a étudié plusieurs sources du sujet. Ensuite, encore au-dessus, t'as les articles scientifiques ou les bouquins scientifiques. Mais les bouquins scientifiques, faut savoir que c'est rarement relu. Ça peut être simplement l'opinion de l'auteur. Du coup, ces articles de blog ou ces propos d'experts eux-mêmes, il faut parfois en douter. Ensuite, au-dessus, tu as les rapports officiels, la statistique officielle, des gens qui peuvent aussi avoir des petits biais parce qu'ils utilisent telle définition et pas telle autre, mais qui au moins produisent de l'information un peu contrôlée. Et puis encore au-dessus des rapports officiels, tu as les articles scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture. Ça, c'est un peu quasiment la Rolls-Royce de la source. Ces articles scientifiques, c'est des chercheurs qui proposent leur article avec toutes leurs données et tout. Ils envoient ça à une revue scientifique qui, elle, fait relire cet article avec toutes les données par 4-5 relecteurs du même champ, donc de la même discipline. Du coup, c'est aussi des experts. Et encore au-dessus, il y a les méta-analyses publiées dans des revues à comité de lecture. Et les méta-analyses, c'est des papiers de scientifiques pour vérifier ce que disent toutes les études ensemble. Et du coup, une méta-analyse sur un sujet, c'est souvent le plus haut degré du savoir. Et du coup, faut quand même savoir que ça arrive, que la science n'est pas de consensus.
et qu'il n'y ait pas d'opinion tranchée et que on puisse dire en même temps A et en même temps B. Ça arrive très souvent. Malgré cette hiérarchie des sources, faut pas penser qu'on va arriver à une vérité unique, claire. Il peut y avoir du débat, de la controverse, du dissensus, et c'est comme ça qu'avance la connaissance humaine. Surtout, c'est des débats qui sont évolutifs, tu vois. Ouais. Tu peux avoir une vérité à un instant T qui est nuancée quelques années plus tard. Et le quatrième et dernier truc pour s'informer mieux que 99% des gens, j'arrive pas à le dire, c'est assez contre-intuitif, mais c'est de prendre son temps en fait, prendre le temps de se faire un avis. Ouais, ça c'est clair. C'est clair. C'est ça le drame un peu. Même si on a quand même du temps libre, il y a une grosse volonté de comprendre chez tout le monde. Nous, on voit ça dans tous nos commentaires, dans tous les messages. Enfin, les gens veulent comprendre, veulent prendre ce temps. Mais c'est quand même difficile de prendre ce temps sur tous les sujets. Et là où ça devient dramatique, c'est quand les producteurs d'information, les journalistes, télé, radio, papier, quand les producteurs d'information ne prennent plus le temps de décortiquer et de remettre l'information dans son contexte et d'évaluer si elle est vraie ou non. Là, on commence à avoir un problème en tant que citoyen. Moi, je suis pas expert de tous les sujets dont je parle, et c'est pour ça que pour moi, c'est important de faire venir d'autres gens qui sont potentiellement plus compétents sur le sujet, et surtout d'avoir une attitude basse et de dire voilà moi où j'en suis dans ma démarche ou les questions qu'on se pose, et pas d'être en mode c'est ça la vérité et c'est tout. Tant que t'apportes un minimum de nuances et un minimum de jugement, ça se voit si t'es honnête intellectuellement, si t'es capable de dire en fait là je me suis trompé, j'ai changé d'avis. C'est vrai. C'est pour ça que vous avez lancé un peu le C'est pas sorcier de l'actualité, qui s'appelle Osons comprendre. Donc c'est des vidéos, c'est l'essentiel en fait pour comprendre l'actu, donc des vidéos très simples sur un peu les grands enjeux de société, que ce soit sur l'économie, la politique, le climat, etc. En fait, c'est de l'éducation populaire, quoi. C'est de l'éducation populaire, mais qui prend un pas de côté par rapport à l'actualité. Tu vois, c'est pas le sujet du jour, c'est le sujet de tous les jours. L'économie, la démocratie, le climat, l'énergie. Ce sujet de tous les jours, on va te le décrypter avec la science la plus au point en date et de la manière la plus claire possible pour que tu aies les armes pour ne pas te faire avoir par des titres mensongers et des opinions du moment qui sont un peu outrancières, et que tu aies les armes intellectuelles pour te forger ta propre opinion. Vous vous êtes rendu compte il y a 2 ans qu'en fait sur le climat qui tout d'un coup est devenu un sujet encore plus important qu'avant dans l'opinion publique, que vous aviez pas les bases, quoi. Ah ouais, putain. On s'est rendu compte que sur le climat et l'énergie, on était à poil. C'est pas du tout notre formation. Nous, on vient plutôt des sciences sociales, politique, économie, ça, on maîtrise. Mais la partie un peu technique, ingénieur qu'il y a dans le climat et l'énergie, on était à poil. Et du coup, on a mis quasiment 1 an à potasser. On est retourné à l'école. On a potassé des rapports, potassé des articles scientifiques pour nous armer. On a appris plein de trucs. Et osons comprendre, c'est un peu, on a fait beaucoup de vidéos sur le climat et l'énergie. Et c'est un peu le résultat de tout ce procès, de tout ce temps d'apprentissage de plusieurs mois qu'on a fait entre 2017 et 2018. Ouais, donc pour simplifier, votre chaîne Osons causer, qui est gratuite et publique, c'est du coup plus l'actualité brûlante, toujours avec un peu de perspective, oui. Un maximum de perspective et un angle aussi couvrir des sujets qui sont pas couverts dans les médias tradis. C'est ça. Et alors que Osons comprendre, du coup, c'est un système d'abonnement à 5 € par mois, je crois. Mais du coup, ça va être plus aller sur avoir des bases sur des sujets de fond, sur les inégalités, sur effectivement la démocratie, l'Union européenne. Sur Osons comprendre, le pari, c'est qu'en quelques vidéos d'une vingtaine de minutes, tu puisses te faire un avis sur un sujet. On parle du climat, de l'énergie, de l'Union européenne, de la démocratie en France. Mettons la démocratie en France, personne ne sait vraiment qui a le pouvoir entre le président, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat. On voit passer des trucs, des articles, des procédures accélérées, mais on sait pas ce que c'est. Avec Osons comprendre, en quelques vidéos, tu seras armé pour plus jamais te faire bananer par des titres de presse, des annonces des politiciens. Tu sauras comment marche cette république. Eh bien, c'est pareil pour climat, énergie, économie. On va voir la science, on va voir les textes, comment ça marche, et on te le restitue en quelques vidéos de 20 minutes pour que tu te fasses ton avis et que tu te fasses plus bananer. Moi, j'étais vraiment impressionné parce que, en toute honnêteté, la politique, ça je le dis souvent, mais c'est pas un truc qui me passionne. Sauf que depuis 1 an, je me rends bien compte que tout est politique et que oui, si tu veux changer les choses, les limites des micro-engagements, à quel point tout est systémique, etc. Que ce soit le patriarcat, le capitalisme, l'antispécisme, etc. Et du coup, je freinais un peu des 2 pieds pour aller regarder des vidéos de 30 minutes sur le nucléaire, le fonctionnement de l'Union européenne ou des trucs comme ça. Et en préparant l'interview, du coup, j'étais obligé de me plonger dedans.
et c'était trop bien. Enfin, merci. franchement, chapeau. Enfin, la capacité de vulgarisation, un truc qui, moi, je trouve chiant à mourir. Là, je kiffais regarder les vidéos et Merci, tu te sens vraiment plus intelligent après, quoi. Mais ton climat, énergie, c'est des trucs compliqués. T'as aucune connaissance, tu peux cliquer play sur la vidéo et on va te parler en langage simple, avec des mots simples, pour que tu arrives à comprendre où on en est du réchauffement climatique. Est-ce qu'on va plus vers les 4 degrés, 5 degrés, 3 degrés, 2 degrés, tous ces trucs-là, on va te le montrer avec des mots simples. Et c'est ça un peu notre jeu, et c'est cool que tu nous dises que ça marche, qu'on arrive à être compréhensible, clair et intéressant. Et en plus, là, maintenant, on bosse avec des monteurs qui sont géniaux. Nos vidéos, elles sont de plus en plus belles. Et du coup, franchement, n'hésitez pas à faire un tour. Vous allez apprendre plein de choses sur des sujets qui, en fait, nous maîtrisent nous-mêmes, parce que nous, on est pris dans l'Union européenne, les problèmes climatiques, économiques, la politique. Si on les maîtrise pas, c'est des sujets qui vont nous maîtriser pour nous. Ils vont se charger de nous maîtriser nous-mêmes. Et du coup, là, on donne toutes les clés pour pas se faire avoir, pour pas se faire bananer, et puis pour imaginer les solutions. Personne n'a envie de se taper des rapports d'études de 500 pages en anglais, et là ils le font pour toi. Alors ça veut pas du tout dire qu'il faut leur donner le bon Dieu sans confession et qu'il faut pas être critique comme avec n'importe quel média en fait. Mais là du coup c'est trop bien fait parce que dessous t'as les points clés, t'as les sources tout de suite et du coup tu peux checker en même temps. Dès que t'as envie de creuser un truc. Et puis en commentaire, on a une communauté de dingue. T'as des gens super informés qui apportent des informations de ouf en commentaire. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien d'Ozon Causer évidemment, mais aussi d'Ozon Comprendre en description. Allez, faire un tour. Le premier mois est gratuit, vous pouvez regarder tout le catalogue, voir si ça vous plaît. Ça coûte rien, du coup, n'hésitez pas. Pourquoi la politique, c'est chiant et comment la rendre sexy? C'est simple. T'as l'impression que c'est du bla 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 de gens qui parlent pour pas faire grand chose et mettre en scène leurs oppositions. Et du coup, c'est dur de faire plus chiant que des gens qui sont sûrs d'eux, qui parlent de choses qui n'ont pas de conséquences. Du coup, je comprends pourquoi c'est chiant. Et comment la rendre sexy? C'est de montrer, de montrer à tous qu'on peut améliorer notre vie. On peut, tu vois, avec la politique, tu peux changer les impôts. Si tu changes les impôts et que tu fais payer les millionnaires, les milliardaires, que tu arrêtes l'évasion fiscale, si tu fais vraiment ça, eh ben tu peux baisser la TVA, tu peux mettre des subventions pour que chacun puisse très très vite changer sa bagnole ou changer sa chaudière. Tu peux rénover les bâtiments pour que tout le monde, pour arrêter les passoires thermiques, pour arrêter l'humidité dans les apparts, pour que les gens n'aient pas des factures de chauffage qui explosent. Tu peux soutenir des associations. On n'est pas obligé de tolérer 12 millions, 300 000 SDF et je sais pas combien de migrants qui dorment dans la misère absolue. Et ça, la politique, ça nous permet ensemble d'améliorer notre vie. Et du coup, je pense que c'est sexy la politique quand tu te rends compte de ça et que tu te places dans un mouvement collectif, parce que ça marche jamais tout seul la politique. Tu te places dans un mouvement collectif qui va vers le mieux et qui porte et qui essaye de pousser une amélioration de ton mode de vie. Et c'est ça tout le truc chiant, c'est que t'as des gens qui sont vraiment enthousiastes authentiquement par le côté sexy de la politique, de je veux améliorer ma vie, on peut faire mieux, on n'est pas condamné à vivre dans un monde avec des SDF, avec tous les problèmes qu'on connaît. On n'est pas condamné à ça. Il y a des gens qui sont authentiquement motivés et qui rentrent et tu les vois périodiquement se faire éteindre par la guéguerre ou le système un peu verrouillé qu'on a. Et du coup faut garder le bâton, faut garder la foi et garder la flamme. Et du coup, enthousiasmez-vous et rendez-vous compte d'à quel point on peut vivre dans un meilleur monde, dans une meilleure France, dans une meilleure terre. Tu vois, on n'est pas la vie comme elle est, là, tout ce qui va pas. En vrai, si on décidait ensemble, on pourrait faire 1000 fois mieux. Et ça passe par des choses tristement concrètes, comme des politiques fiscales, des choix budgétaires, ça passe par des vieilles lois, des vieux choix à l'Assemblée, qui in fine sont basés sur des votes et des résultats électoraux. Et ça c'est un peu con, mais ne gardez pas, n'éteignez pas cette soif de meilleur. C'est ça, rendre sexy la politique, c'est garder vivante cette soif de mieux. Ouais, je trouve que tu soulignes deux trucs hyper intéressants, c'est que on mesure très peu à quel point ça a un impact direct et réel dans toutes nos vies, quoi. Et aussi, ce que tu dis que je trouve ultra intéressant, et c'est marrant parce que je me faisais la réflexion hier soir, à quel point, à partir du moment où on croit que les choses ne peuvent plus s'améliorer, on a perdu, en fait. C'est foutu. Et en même temps, comme tu dis, quoi, les choses pourraient très bien
être différente. Il y a des pays où il se passe des choses de ouf, où tu as de plus en plus de démocratie, qui écrivent leur propre constitution, où tu as une vraie égalité femmes-hommes, où tu as une éthique des fonctionnaires et des dirigeants. Bah voilà, dès qu'ils font un petit écart, et ben ils démissionnent eux-mêmes de leur poste. En fait, c'est possible quoi d'avoir un autre monde. Faut pas se résigner dès qu'on accepte que bon bah c'est comme ça, de toute façon on peut rien faire. Dès qu'on accepte ça, on est foutu. C'est là où la politique s'éteint. Et du coup la rendre sexy, c'est garder cette soif de mieux. Et ça que je trouve trop intéressant, c'est qu'effectivement si on est des millions à s'intéresser à la politique, bah c'est ça qui fera vivre la démocratie et qu'on se fera plus marcher dessus et que bah qu'on aura un pays qui ait des modes de vie qui ressemblent à ce qu'on veut vraiment. Alors on sera sûrement pas tous d'accord, mais ce sera pas une minorité oligarchique qui prend les décisions pour tout le monde, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Je vais avoir pas mal de commentaires là-dessus sous la vidéo et c'est un truc que j'ai trop envie de vous demander. Au début, vous étiez très catalogué chaîne militante d'extrême gauche. Oui. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a eu un virage et que vous êtes toujours engagé, toujours militant, mais qu'il y a un vrai souci effectivement de vérité, de discours scientifique qui était déjà là avant, mais encore plus. Est-ce qu'il y a eu une évolution ? C'est Osons Comprendre. Avec le projet Osons Comprendre, on s'est retrouvé à faire une vidéo par semaine, froide, détachée de l'actualité, didactique et 100% basée sur la science. Et du coup, tout ça participe de ce petit changement de cap éditorial de la chaîne où on n'est plus strictement scandale mais argumenté. On devient aussi vulgace scientifique généraliste sur la politique. Après, faut pas perdre de vue que même si la vérité peut se trouver une fois dans un camp, une fois dans l'autre, la politique c'est quand même la confrontation entre deux visions du monde et le choix collectif. Et du coup, t'as quand même des visions du monde qui s'affrontent. Et même si nous, dans notre traitement, on a pu parfois, souvent même, faire des vidéos opposées au bloc au pouvoir, Macron ou avant François Hollande, parfois on a pris plutôt leur défense, mais ça veut pas dire que ça gomme et qu'il n'y a pas de confrontation. Comment est-ce que ton rapport aux politiques, il a évolué ? Déjà la gauche a disparu. Ça c'est quand même une bonne évolution. Je me suis rendu compte, François Hollande et le Parti socialiste. Une grosse évolution ou une évolution positive? Non, une grosse évolution. Il y a eu tout un moment où un camp politique a disparu, complètement éclaté, où les étiquettes ne voulaient plus rien dire, ce qui a quand même pas mal bouleversé le petit enfant qui parlait de Mitterrand, droite et gauche que j'étais à 2 ans. Parce qu'au début, t'es passé par les partis et t'en es un peu revenu. Et après, maintenant, effectivement, vous bossez plus sur le terreau d'idées sur lequel le débat public va avoir lieu. Et je me demandais si aussi, peut-être, ça avait changé avec... au début, vous avez beaucoup décollé avec Nuit debout, que vous avez vachement soutenu, mais aussi avec, les mouvements climat, les gilets jaunes, etc. Oui, t'as totalement raison. Les gilets jaunes, c'était quand même un surgissement assez difficilement prévisible et hyper revigorant, génial à vivre dans mon rapport à la politique. Voir des citoyens souvent un peu éloignés des centres-villes, des lieux où se blablatent les discours et les partis politiques dominants, faire irruption dans la vie politique pour exiger de l'égalité et de la justice sociale, fiscale, écologique, c'était un truc de malade. Je remercie ce mouvement, c'était une surprise salutaire. J'ai rarement été aussi chaud et enthousiasmé dans ma vie personnelle et du coup oui, ça c'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé, mais les gilets jaunes, c'est clairement une énorme leçon. Après ça pose comme d'hab la question de la violence. Tu vois, c'est un peu la même chose que ce que je disais avant sur le Covid. Il y a des gens qui ont nom gros dans ce pays et c'est très intéressant de se rendre compte que le pouvoir y est complètement fermé. Et du coup, ouais, j'ai été impressionné par les gilets jaunes et je pense il est vraiment important qu'enfin le peuple se fasse entendre parce que on va pas, tout le monde ne va pas encore tenir 5-10 ans comme ça. Ça va vraiment craquer, des esprits vont craquer, vont commencer ça va être insupportable pour de plus en plus de gens dans notre pays et ça me touche. Est-ce qu'on peut vraiment débattre aujourd'hui ? Est-ce que ça existe les espaces de débat où les gens arrivent en se disant « Ok, peut-être que je vais changer d'avis, en tout cas, je me laisse la porte ouverte. » quoi. Donc, tu veux dire entre les intervenants d'un débat filmé ou tu veux dire le grand public ?
quelqu'un. Je pensais plus dans les médias, effectivement. Parce que dans les médias, c'est assez difficile puisque chacun est invité en vertu de sa qualité de défenseur de l'opinion A ou de l'opinion B. Et du coup, généralement, ils ont aucune envie de changer d'avis. Ils sont même invités pour faire le catch et pour montrer le meilleur des accords, le plus violent, le plus virulent, le mieux argumenté et soumettre la position de l'autre. Du coup, dans les médias ou même dans les tables rondes, c'est assez rare. Tu vois, parce que t'as deux manières de construire un plateau. Hein. T'as les plateaux catch et t'as les plateaux de connivence où tout le monde est ami et où on te dit que c'est formidable. Mais tu peux avoir un troisième plateau où t'as des gens qui vont vraiment débattre d'idées et ouverts à des avis nuancés. C'est assez rare. Et du coup, on se dit que pour créer du débat, de la progression intellectuelle ensemble, il faut partir d'un problème pragmatique à gérer. Parce qu'autant on peut s'écharper des années à l'infini sur quelle est la vraie religion, comment est le bon Dieu, quel est le sexe des anges, parce que c'est des problèmes abstraits. Mais si toi et moi, là, il y a une fuite d'eau et que le plafond il commence à couler, eh ben on a un problème pragmatique et on aura beaucoup plus de raisons de s'accorder parce qu'il y a des solutions qui marchent et qui marchent pas. Et du coup, on commence à imaginer, à proposer sur Internet des réflexions à partir de problèmes pragmatiques. Et je pense que c'est comme ça que les gens arrivent à débattre. Parce que si tu débats dans l'abstrait et les principes, souvent c'est du clash et c'est difficile d'en sortir. C'est comme si je te dis t'es le PSG et je suis l'OM. Oui. Là, on va faire quoi, tu vois? Je veux dire, on est obligé de pas être d'accord vu qu'on n'a pas le même maillot, tu vois. Et du coup, c'est terminé. À partir du moment où t'es invité avec la casquette, t'es de droite, je suis de gauche, ou nucléaire, renouvelable, ou islamophobe versus anti-islamophobie. Enfin, vous déclinez ça comme vous voulez, mais à partir du moment où t'es invité avec ta casquette, c'est quand même assez chaud de dire ah oui, en fait, t'avais raison, frérot, vive la vie. Filme ta casquette. Les gens viennent pas avec cet état d'esprit. Ils viennent plutôt avec l'idée de pas se faire coincer, d'aller coincer l'autre. Ouais. Et ça, c'est pas fécond. Mais après, peut-être que, là, c'est quand même un truc à nuancer. Moi, je pense que ça saoule les gens, les spectateurs, que c'est assez stérile et fatigant de voir de la confrontation. Mais en même temps, voir de la confrontation, ça te fait réfléchir. Mais non, c'est dur, le débat. C'est dur. Dans cette dernière partie, l'émission s'appelle Soif de sens. Comme d'hab, on va parler de ta quête de sens. Pour toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie? Honnêtement, l'égalité. Ça m'énerve. J'ai un espèce de truc qui va pas dans l'injustice et les inégalités dans le monde. Ça me tue depuis que je suis tout petit de savoir qu'il y a des gens qui naissent dans les choux et d'autres dans la merde, là, comme dit Ayam. Dans ma petite zone pavillonnaire, à côté, il y avait des grosses cités et je voyais cash que on n'avait pas exactement les mêmes chances, les mêmes vies, on partait pas du même point. Et je pense que c'est un des trucs qui donne le plus sens à ma vie, à ce que je fais tous les jours, c'est d'essayer de mieux comprendre et d'essayer de faire ma part pour résoudre ces inégalités dégueulasses. C'est quoi une de tes dernières grosses remises en question? Une de mes dernières grosses remises en question, ça a été là dans toute cette période Covid, de me rendre compte du pouvoir de la peur et de l'angoisse sur les esprits des gens. On savait, tout le monde sait que la France, c'est un endroit où il y a beaucoup d'anti-vaccins, de scepticisme par rapport au lobby pharma et à la santé, mais je m'attendais pas à avoir autant de réactions, de déni par rapport aux morts du Covid, à la réalité du Covid et tout. Et du coup, ça m'a fait un peu réfléchir. Je me suis dit, ok, bon, on n'est pas exactement au même niveau que les quinries, mais il y a le même genre d'opinion de ce virus n'existe pas, ce virus est téléguidé, il n'y a pas de mort. Et j'ai dû m'interroger profondément sur pourquoi les gens pensaient ça. Mais je pense qu'il y a aussi un côté ma vie est compliquée, ce virus va rendre le monde encore plus incertain, on m'enlève mes joies, on m'enlève parfois même mon travail, mes allocs, on est dans un monde encore plus incertain et douteux, et du coup ça te donne envie d'envoyer paître le message d'angoisse, la réalité d'angoisse qu'est cette épidémie et ce virus, et ça m'a fait vraiment réaliser le pouvoir des émotions, de la peur, de l'angoisse, du stress sur les intelligences. Ça m'a aussi forcé
un peu comprendre ce que ça faisait quand on était jeune, célibataire, parce que moi je suis en couple, du coup c'est quand même pas la même chose, sans emploi ou sans perspective professionnelle. Ça m'a fait un peu sympathiser encore plus, parce que j'étais au courant, avec tous ceux qui souffrent de cette épidémie et de ce confinement. Et c'était un petit moment de décentrement, d'accepter qu'on puisse refuser l'évidence de la réalité de cette épidémie par peur et angoisse. Et c'est vrai que c'est important de le savoir. Et nous, il faut qu'on le prenne plus en compte dans notre manière d'écrire, de parler, de comprendre que on n'est pas tous au même endroit émotionnel et que les émotions, la peur, ça change complètement, ça distord ce que tu vas juger comme vrai ou comme faux. Est-ce que tu as une question que tu veux leur poser à laquelle ils répondent en commentaire? À quel point et comment pensez-vous que le changement dans notre société et le changement collectif passera par votre action? Ben moi, je vous en pose une deuxième, savoir c'est quoi ton rapport à la politique? Ça, c'est proche, c'est pas, prenez la sienne, c'est peut-être plus simple. Si t'as kiffé cet épisode, je te conseille vraiment de regarder les autres épisodes. Voilà, il y a eu Pablo Servigne sur l'effondrement, il y en a eu plein d'autres sur la santé, etc. Merci beaucoup Ludo. Allez vous abonner à Osons Causer. Je vous mets le lien d'Osons Comprendre en description. Et à la prochaine. Ciao! Ciao les copains!